Est-ce que vous saviez que le célèbre cosmonaute américain Wally Schirra était en fait suisse-italien? Probablement pas. Donc aujourd'hui, on va vous parler de Wally Schirra parce qu'il a été très important et qu'il a joué un rôle primordial dans l'exploration spatiale. Et aussi de la toute nouvelle Omega Speedmaster série anniversaire First Omega in Space avec un cadran gris-bleu. Je pense qu'il va vous retourner le cerveau tellement il est subtil, joli et bien réalisé. C'est tout de suite, c'est Espace et Speedmaster. C'est parti. Avant de commencer à parler de cette nouveauté, First Omega in Space, avec son très joli cadran, je vais prendre 3 minutes pour vous parler d'une personne très importante, Wally Schirra. On parle toujours de Wally Schirra par-ci, Wally Schirra par-là, mais sa vie, elle a été très intéressante. En fait, Wally Schirra, son grand-père, il provenait de Suisse italienne, je crois de mémoire c'était Giovanni Schirra. Et dans cette partie de la Suisse, qui à l'époque était très très pauvre, malgré le fait d'avoir de somptueux paysages, il s'est dit je vais tenter ma chance en Amérique du Nord. Donc en fait, Giovanni Schirra va partir en Amérique du Nord. Il va avoir plusieurs enfants, dont Walter Schirra, qui s'appellera plus tard Walter Senior, vous allez comprendre, et qui va être un pilote assez bon, qui va faire la guerre, et qui va, avec sa femme, faire de l'acrobatie aérienne. Donc en fait, son fils, Walter Junior Schirra, Wally Schirra, vous l'aurez compris, il va grandir comme ça, avec des parents assez téméraires, avec un père pilote, et il va être aussi pilote à son tour. Il fera la guerre de Corée. Au préalable, il aura fait quelques études dans l'industrie aérospatiale. Et la question va se poser à un moment de faire partie du premier pôle d'astronautes à aller explorer l'espace aux côtés de la NASA, bien évidemment. Donc Walter Schirra, il va travailler sur le programme Mercury. Vous savez, à la NASA, vous avez eu différents programmes dans les années 60. Vous avez le programme Gemini, par exemple, vous avez le programme Mercury. Dans le programme Gemini, c'était le fait, par exemple, comment on fait pour aller faire des bisous entre deux satellites, comment on fait pour aller se faire réapprovisionner en choses, etc., etc. La mission Mercury, c'était beaucoup de l'observation, c'était beaucoup de tests sur les carburants, sur les orbites, etc., etc. Chaque mission avait des détails en particulier. Wally Schirra, la mission où on va le faire travailler avec la capsule Sigma 7, donc c'est Mercury Atlas 9, c'est de l'observation météorologique, c'est le fait d'envoyer tellement de lumens sur Terre que lui, dans son poste d'observation, dans sa capsule, il peut le voir. Voilà, ça va être le fait de faire des manœuvres, de voir comment on gère son carburant, ce genre de choses. Je ne vais pas vous parler de toute sa mission dans le détail, de toute façon, je ne la connais pas. Ce que je sais, c'est qu'elle a mis un peu de temps avant de partir, puisqu'il y avait pas mal de soucis, pas mal de choses à régler sur le lanceur. Et quand il est parti, il y a une chose qu'il faut se rappeler avec Walter Junior Schirra ou Walter Schirra, c'est que c'était un pilote d'exception. Ce qui est incroyable, c'est quand il est revenu et que tout s'est passé mais vraiment au poil, il n'avait utilisé que 22% de carburant. Donc vraiment, les gens qui étaient sur le sol, on parle de 17 000 personnes. On a l'impression comme ça qu'une petite mission, donc 6 orbites pour Sigma 7, ça ne paraît pas beaucoup. On parle de 9 heures dans l'espace, ça ne vous paraît pas aussi beaucoup. Mais en fait, il fallait quand même récupérer la capsule. La NASA était très prudente à ce moment-là, il fallait quand même récupérer la capsule. Donc ça a mobilisé 17 000 personnes sur Terre. Et il fallait arriver sur le point de chute de la capsule, je crois, en environ 15 heures ou 16 heures ou 18 heures, quelque chose comme ça, pour vous donner la grandeur d'ordre. Peu importe le point où il allait se poser sur Terre. Donc il y avait des navires partout, des avions prêts à décoller et surtout 17 000 personnes. La mission a été un succès et on se rappelle du coup de Walter Schirra comme étant un pilote d'exception avec une conduite très très douce, c'est-à-dire pas la conduite du Parisien dans sa Smart à 8 h du matin. Pour faire le pont avec Omega, il faut savoir que quand Walter Schirra a effectué cette mission, donc Mercury Atlas 9 dans Sigma 7, il portait une Omega Speedmaster. Mais il ne portait pas une Omega Speedmaster parce que Omega avait été voir la NASA en lui mettant au poignet une Speedmaster. C'est parce que c'était sa montre personnelle. Et c'est ça toute la beauté de l'histoire. Il portait une référence 2998, héritière de la première Omega Speedmaster de 1957, la référence 2915. Et je vais vous en dire 2 mots tout de suite. Il ne faut jamais oublier que quand la Speedmaster est sortie, elle n'avait aucune vocation à être une montre à aller dans l'espace. Donc on est en 1957 et les publicités de l'époque, c'est des mecs au volant qui se chronomètrent pour savoir quel temps ils ont fait, pour savoir comment ils conduisent, etc. Peu importe, c'est une montre de précision, c'est un chronographe de sport. Dans les années 60, quand la NASA va faire son appel d'offres et qu'elle va être en concurrence pas mal de marques horlogères, le résultat des choses, peu importe comment ça s'est fait après les tests et avec toute la politique qu'il y avait derrière, mais c'est Omega qui va remporter cet appel d'offres et c'est la Speedmaster qui va partir dans la mission spatiale et qui va arriver sur la Lune en 1969. Le modèle de 1957, c'est la référence 2915 qui va avoir plusieurs déclinaisons, plusieurs références, 1, 2, 3, 4, 5. Et elle est reconnaissable au premier coup d'œil, elle a une lunette fixe
tachymétriques, des aiguilles Brodaro. Et sa petite sœur qui va arriver en 1959, c'est la référence 2998 qui lui ressemble en tout point, à la différence près qu'elle possède une lunette en acier avec un insert en aluminium toujours tachymétrique. Donc on passe d'une lunette fixe totalement réalisée en métal à une lunette avec un insert en aluminium noir. On a pu les aiguilles Brodaro de la référence 2915. Alors ça a commencé à disparaître sur les modèles de transition, donc à la fin de vie de la 2915. Et la 2998 a vraiment les aiguilles caractéristiques qu'on appelle alpha, c'est-à-dire assez longues avec cette base un peu en losange. Le calibre 321 à l'intérieur ne change pas. La référence Speedmaster 2998, elle va être produite de 1959 à 1962 environ, avant d'être remplacée par la référence 105002. Il faudra attendre 1963 avec la présentation de la référence 145012 pour avoir vraiment le gros changement entre ces Speedmaster d'avant 63 et ces Speedmaster d'après 63 qui se rapportent en plus du boîtier qui est plus grand. Là, on est à 39 mm, après on va passer à 42 mm, vous le savez. Et surtout, sur les références 2915, 2998, 105002, 105003, vous aviez des boîtiers avec des anses droites et après les anses vont être lyres. Donc, vous savez, légèrement torsadées, ce qui est assez magnifique, il faut le dire, au niveau des cornes. Et ça, c'est aussi lié à un changement de partenaire et le travail du fabricant de boîte, la centrale boîte. Donc, aujourd'hui, on focus sur cette première génération de Speedmaster. Cette première génération de Speedmaster, elle va revenir en 2012 avec la présentation de la Omega First Omega in Space ou FOIS. Donc dans les collections Omega, vous aviez la First Omega in Space avec un boîtier légèrement monté à 39,7 mm et la Omega Professional avec son boîtier de 42 mm et séance lyre. Et donc on retrouvait en 2012 cette réédition de la montre de 1959 avec tout ce qu'on aime, boîtier plus petit en taille, anse droite, les aiguilles de type alpha, le cadran plat, voilà, tout genre de foule de détails qu'on apprécie et qui différencie, mine de rien, cette Omega Speedmaster de l'autre grande Omega Speedmaster Professional. Et si je vous parle de la Speedmaster de Wally Schirra, c'est parce que c'était la première Omega dans l'espace. Donc c'est First Omega in Space, dont je vais vous parler plus tard, va prendre tout son sens. Bref, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que cette pièce, qu'on l'appelle First Omega in Space ou qu'on l'appelle Omega Speedmaster toute simple, elle a pour moi un vrai lieu d'exister aujourd'hui parce que ces deux types de Speedmaster, elles sont différentes. Elles ne plaisent pas forcément aux mêmes personnes aujourd'hui. Pour moi, les codes sont quand même assez différents entre les aiguilles, la taille du boîtier, la forme du boîtier, que celle que l'on a toujours connue, qui est la Speedmaster Professional. En gros, on l'adore. Si je vous parle de tout ça, ce n'est pas que pour les beaux yeux de Walter Schirra et pour vous expliquer les références historiques d'Omega Speedmaster, mais c'est pour vous dire qu'en 2024, on a fait la découverte d'un très joli produit, à mon sens, une très jolie montre, qui n'est autre que la Omega série anniversaire First Omega in Space qui présente un cadran gris-bleu de toute beauté. On retrouve vraiment tous les beaux détails qui nous plaisent dans ce cadran. On va commencer évidemment par le logo Omega en applique. On a tout ce travail assez fantastique. Quand on prend une loupe et qu'on se perd dans le cadran, c'est assez beau. On a ces sous-compteurs en relief, donc en profondeur, avec le centre qui est azuré. On va avoir ces aiguilles de type alpha, les aiguilles du chronographe qui sont blanches, aiguilles du totalisateur des 30 minutes à 3 heures et des 12 heures à 6 heures. On va retrouver le petit step en bordure du cadran qui reçoit une magnifique finition ensoleillée qui évidemment nous renvoie aux finitions qu'on trouvait sur les 105002, sur les 105003, etc. Pour les index rectangulaires assez fins et longs et le Luminova des aiguilles, il a été choisi de partir sur un old radium, c'est-à-dire une teinte légèrement coquille d'œuf. Alors ça, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je trouve que la montre est tellement jolie que ça me touche pas nécessairement, mais ça aurait été, à mon sens, aussi beau avec des index en Luminova blanc traditionnel. On a plaisir justement à retrouver tout ce qui est la différence entre la 2915 et la 2998 que portait Walter Schirra, qui n'est autre que cet insert en aluminium avec le petit point au-dessus du 90, DON ou Dot Over 90 pour les amateurs. Et ici, vous vous en doutez, à l'intérieur, pour faire danser ce petit monde, on n'a plus de calibre 321, mais un calibre 3861, qui est évidemment l'évolution de ce calibre au cours du temps, 321, 861, 1861, 3861, qui est certifié Master Chronometer par le METAS. Vous savez, cette certification, c'est Omega qui l'a instituée à la base. Après, elle a été évidemment utilisée par Tudor, on le sait, d'une très belle manière, mais c'est institué par Omega à la base, et ça vient apporter des tests réalisés par un laboratoire indépendant, même si on internalise les machines, pour venir tester des choses à fond, en particulier l'étanchéité, la réserve de marche, la précision de la montre. On sait bien que la tolérance, elle est beaucoup plus puissante quand on parle de Master Chronometer. On va tester la montre plus loin. Et ici en particulier, puisqu'on est chez Omega, on va avoir un échappement
coaxial et une réserve de marche de 50 heures. L'autre beau détail de cette montre, même si vous pouvez choisir un bracelet en cuir noir ou en cuir bleu, c'est le fait d'avoir un très joli bracelet en acier qui nous rappelle justement au joli bracelet Flatlink de l'époque. Donc un bracelet qui est composé d'une triple rangée de maillons, dont le maillon central rectangulaire brossé et les deux petits maillons sur le côté polis, avec surtout, c'est ça qui fait plaisir, une jolie chute qui arrive jusqu'à la boucle avec son micro-réglage. Sur le fond de boîte qui n'est pas transparent, et je trouve ça plutôt sympathique parce que c'est plus respectueux de la version originale, de la First Omega in Space de Shira, la référence 2998, on retrouve l'hippocampe, la date de sa mission, 3 octobre 1962, et la mention First Omega in Space. Cette nouvelle Omega série anniversaire First Omega in Space avec son sublime cadran bleu-gris, elle est proposée au prix de 8 300 € sur cuir, 8 700 € sur bracelet acier. Comme ça, elle se positionne plutôt bien, donc moins cher que la Speedmaster professionnelle et son diamètre de 42 mm. C'est franchement une réussite. Alors, tout le monde connaissait la First Omega in Space, mais là, je trouve que venir lui apporter une touche de couleur plutôt sobre, sachant que Omega, tous les ans, ne sort pas une version de sa First Omega in Space, parce que sinon, du coup, on serait lassé de ça. Là, elle est venue comme ça, la marque, déposer cette année un petit cadeau. Un nouveau cadran bleu-gris pour habiller cette montre qu'on adore, avec des proportions différentes de la professionnelle, avec des détails différents, dont on ne peut que l'aimer. La qualité de la montre est au rendez-vous, que ce soit sur le cadran et ses beaux détails, parce qu'Omega fait toujours des très beaux cadrans soignés avec des finitions excellentes. Son calibre à l'intérieur qui est poussé, son boîtier qui est bien réalisé et à mon sens, le bracelet Flatlink, ce qu'il faudra préférer à un bracelet en cuir, puisque au-delà d'être vraiment une signature de la Speedmaster, il est très confortable à porter, il est très bien équilibré. Ça, c'est un travail qu'a fait Omega ces dernières années à rendre ses bracelets en acier plus confortables. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que l'histoire familiale de Walter Junior Shira et les exploits de ses parents en aviation acrobatique vous auront plu, que cette référence historique d'Omega Speedmaster vous aura plu, et surtout que cette subtile couleur, cette subtile teinte de cadran bleu-gris vous fera vraiment envie parce que c'est le cas pour moi. Voilà, on vous aime, on vous dit à bientôt. Merci.